Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Horizon. Ça fait du bien de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec Ambre Cazodéor, qui est déjà venue dans Horizon Podcast, que j'ai reçu dans les épisodes 202, 203, si vous voulez aller écouter. Alors aujourd'hui, on va parler du corps, mais peut-être pas comme on en a l'habitude. On va explorer l'idée, dont je parle souvent d'ailleurs, que notre corps possède une véritable intelligence, une capacité naturelle à s'adapter, à se rééquilibrer et à nous guider, encore faut-il apprendre à l'écouter. Ben oui, c'est ça le problème. Pourquoi avons-nous, dans nos sociétés occidentales, tendance à nous couper de cette intelligence du corps ? Et comment certaines traditions anciennes, comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise, ont au contraire construit toute leur vision de la santé autour du respect de ces rythmes ? On parlera aussi des émotions, de ce qui se passe réellement dans le corps lorsqu'on les ressent ou lorsqu'on les réprime. De ces tensions qui peuvent s'inscrire dans le corps, que ce soit dans les fascias, dans les os, dans les tissus, dans les organes, dans la peau, et devenir peu à peu le filtre à travers lequel on perçoit le monde. On évoquera également les cuirasses émotionnelles, le rôle du mouvement comme porte d'accès à la conscience corporelle, et même ce que certains appellent le cerveau abdominopelvien. Et on ira aussi explorer une idée intéressante. Et si notre corps était en quelque sorte un microcosme du macrocosme ? Si ses rythmes, ses flux d'énergie et son organisation reflétaient, à leur manière, les grandes lois du vivant et de l'univers ? Un épisode pour mieux comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous et peut-être commencer à réapprendre à écouter ce langage subtil du corps. Bonne écoute. Bonjour Ambre. Bonjour Léna. Très contente que tu sois à nouveau ici dans Horizon Podcast, ça fait plaisir. Bah, écoute, moi je suis ravie de te retrouver. Vraiment, c'est super. J'ai un très très bon souvenir de la première fois avec toi. Donc, ravie et merci de me proposer cette nouvelle interview. J'ai même mon toutou là qui nous rejoint, voilà. Ah, génial. Tu vois comme quoi lui aussi il veut être de la partie. Donc je voudrais parler de ton nouveau livre qui s'appelle L'intelligence du corps en mouvement. Et la première question que j'aurais, c'est quoi finalement l'intelligence du corps ? De quoi s'agit-il exactement ? Mais en fait, tu sais, en kinésiologie, on a tendance à dire le mentalement, le corps, c'est tout. C'est vrai que le corps, il a une intelligence, il a même plusieurs intelligences. Quand je parle de l'intelligence du corps, moi, je parle en fait de l'ensemble des capacités innées par lesquelles le corps, en fait, il perçoit des choses, il les régule, il s'adapte. Et puis, en fait, le corps, il répond en permanence à ce qui se passe à l'intérieur de nous et puis à ce qui se passe autour de nous. En fait, il perçoit aussi, hein. Et tout ça, c'est bien avant que ça monte, tu vois, au niveau du mental. Mhm. Donc le corps, ben, il a ses propres systèmes de décision. On parle beaucoup du système nerveux, en tout cas dans ta chaîne, particulièrement le système nerveux autonome avec le sympathique, le parasympathique, qui vient réguler la respiration, la tension, je sais pas moi, le rythme cardiaque, etc. Il y a le système immunitaire, hein, qui est capable d'identifier, de mémoriser des agents pathogènes. Je pense par exemple, tu vois, à la varicelle. Il y a le système endocrinien, hein, qui permet d'ajuster un petit peu nos hormones et puis l'énergie en fonction de nos besoins. Donc tous ces systèmes, quelque part, ils viennent analyser l'environnement et puis ajuster le fonctionnement du corps de façon automatique. Donc c'est incroyable, tu vois, c'est vraiment une forme d'intelligence, pour reprendre le titre de mon bouquin, c'est une intelligence adaptative. Et puis il y a aussi toute la partie, si je vais un peu plus loin, d'intelligence perceptive. On parle beaucoup, toi aussi t'en parles beaucoup, j'ai remarqué sur ta chaîne, notamment de la proprioception, de l'interoception. Le corps, en fait, il sait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il sait où il se situe dans l'espace, donc ça c'est la proprioception. Il sait ce qui se passe à l'intérieur avec, je te parlais du rythme cardiaque, donc les battements du cœur, l'état des viscères, la respiration, tout ça. Donc ça, c'est grâce à l'interoception. C'est grâce à ça que ben, on peut marcher sans réfléchir, en fait, hein, tout simplement. Et puis, il y a cette intelligence émotionnelle. Moi, j'adore parler de l'intelligence émotionnelle, puisque les émotions, on sait notamment avec la théorie polyvagale qui a été théorisée par Stephen Porges que, ben, en réalité, les émotions, elles arrivent d'abord dans le corps.
Et puis ensuite, nous, on vient dire je me sens triste, par exemple, ou je me sens joyeux, etc. Et tout ça, en fait, c'est la résultante de tension, de chaleur, d'ouverture, ou plutôt au contraire de sentiments de contraction. Et c'est seulement ensuite que nous, on vient l'analyser là-haut. Mhm. Ouais. Et puis toujours dans l'intelligence, parce qu'il y a pas que ça, il y a aussi l'intelligence mémorielle. On sait que le corps, il enregistre. Alors, ça me fait penser à ce livre, le corps n'oublie rien, notamment. Le corps, il vient enregistrer des schémas posturaux, des réactions aussi émotionnelles, des conditionnements, tu vois, la peur, la honte, la confiance par rapport à ce qu'on a vécu, bah, en fonction de l'univers qui va nous représenter un petit peu les mêmes décors. Bah, parce que le corps, il a déjà vécu certaines choses, il y a cette mémoire-là qui fait qu'on va réagir un petit peu de la même manière, parce que le corps, en fait, il enregistre des traces de trauma, d'expériences, mais aussi, heureusement, d'expériences positives. Et tout ça, c'est une mémoire somatique. Et puis, toujours dans l'intelligence, hein, on voit à quel point le corps, il est intelligent, il y a l'intelligence d'autorégulation, c'est-à-dire que naturellement, le corps, il tend vers l'équilibre. Il a toutes les ressources pour ça. Dans la médecine, on va plutôt parler de l'homéostasie, c'est-à-dire que le corps, il vient réparer les tissus, il va ajuster la température, il va réguler le stress par la respiration notamment. On sait qu'on peut agir sur le stress en régulant, tu vois, en allant adopter des respirations plus profondes, plus amples, par exemple, etc., etc. Donc voilà pourquoi je parle de l'intelligence du corps. Non, non, c'est incroyable. Et puis il y a aussi cette capacité oui, à s'adapter au changement, hein, comme tu dis. Et donc heureusement, ça nous donne de l'espoir, hein, parce que quand on va pas bien, on se dit, ou quand le corps ne va pas bien, on peut se dire, bon, il y a quand même une porte de sortie, je ne suis pas condamnée toute ma vie forcément. Il y a quand même plus d'espoir, tu vois, finalement, en connaissant tout ce qu'on a étudié, toi et moi, par rapport à cette capacité d'auto-guérison. Mais je pense aussi que notre culture occidentale, et c'est finalement ma deuxième question, elle a un peu désappris cette intelligence du corps. Tellement, tu m'étonnes. Bah, c'est vrai qu'elle a beaucoup privilégié la logique, hein. On a des Ça, esprits très cartésiens. La logique au détriment de l'intuition. C'est-à-dire que la médecine occidentale, avec notre pensée très cartésienne, elle va avoir une approche plutôt analytique des choses. C'est-à-dire le corps, on le met un petit peu comme une machine décomposable et c'est la raison pour laquelle on a tendance, nous, à beaucoup dissocier le mental, hein, d'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, le mental du corps. Donc l'accent, il est vraiment mis sur la causalité et puis venir sur une intervention très ciblée. C'est ce que l'hypnose faisait d'ailleurs. On allait prendre une partie, tu vois, de la problématique, mettre la personne en face de ça. Et on n'a pas tendance à prendre le corps dans son ensemble. Et puis notre éloignement aussi hein, de la nature, l'usage un peu inapproprié de nos sens, tout ça, ça vient contribuer, enfin à mon sens, encore une fois, aux maladies, à la dépression. Et c'est vrai que bah ouais, t'as raison, on désapprend cette intelligence du corps. oui, parce que c'est vrai que c'est assez triste, hein, mais on voit beaucoup de cultures ancestrales qui ont des principes qui respectent l'intelligence et le rythme du corps, que ce soit l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, probablement les zones bleues aussi, hein, où les gens vivent souvent très vieux. Et nous, c'est quoi finalement? C'est plutôt du speed, c'est de la pression en longueur de journée, de la déconnexion, de la sédentarité ou de l'excès pour oublier ce déséquilibre. Alors comment on peut la réveiller ou la réapprendre, cette intelligence? Bah oui, je te rejoins. C'est vrai que toutes les médecines que tu as citées, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda, toutes les médecines orientales, elles ont une approche beaucoup plus holistique. C'est-à-dire qu'elles intègrent le corps, elles intègrent l'esprit et l'environnement. Elles prennent tout ça en compte en même temps. Le problème chez nous, c'est qu'on voudrait absolument garder un état permanent. On n'aime pas l'impermanence. On cherche toujours à lutter contre le changement. Alors qu'en réalité, je dis toujours que la vie, c'est une question de regard que l'on porte sur ce qu'on rencontre, hein, sur le monde. Bah, plutôt que de lutter contre le changement, ce qui serait intéressant, c'est plutôt justement nous calquer sur le mouvement de ces cycles. Tu vois, en voulant tout maîtriser, on finit par bloquer l'énergie. Et je pense que pour la réveiller, ben déjà d'adopter un mode de vie sain, équilibré, avec de l'activité physique. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre L'intelligence du corps en mouvement. Le fait de mettre de la régularité, parce que si on fait du sport une fois, ben, on sait qu'on va pas, voilà, on va pas muscler le corps, par exemple, hein, pour prendre une métaphore très simple. Le fait d'adopter une alimentation en conscience de nos profils, donc là, je rejoins plus l'Ayurveda, tu vois. Et puis, penser à se ressourcer dans la nature.
Dans mon livre, c'est vrai que je survends un petit peu la pratique du yoga, peut-être moins dans le tome 1 que dans le tome 2 qui sortira au mois de septembre. Parce que moi, je dis toujours, bah, j'ai eu ma vie avant le yoga et puis après le yoga. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas que le yoga qui permet d'avoir cette prise de conscience. Je pense qu'il y a 1000 chemins qui mènent à la conscience par le mouvement. Tu vois, j'imagine que des passionnés de Qigong tiendraient exactement le même discours que moi, des passionnés de Tai Chi, des passionnés finalement de toute forme d'art martial. En fait, tout ça, tout ce qui permet de prendre conscience que en mettant de la conscience sur le mouvement, bah, ça bouge à l'intérieur et qu'on vient faire bouger de l'énergie qui était stagnante jusqu'ici, bah, ça peut nous permettre là aussi de nous adapter au cycle naturel. Et tu vois, j'ai presque envie de reprendre une métaphore très simple, mais le mouvement, ça paraît évident, mais c'est contraire à la résistance. Et pourtant, nous, dans notre société, on a tendance à résister beaucoup. Donc, du coup, c'est essentiel d'accepter pleinement cette notion d'impermanence. Donc, on trouve beaucoup dans, tu vois, les mouvements zazen, la méditation, et puis se brancher régulièrement au corps et en faire un réflexe parce que dans notre société, là aussi, quand on est en souffrance, on a tendance, comme je disais, à lutter contre la douleur au lieu au contraire d'aller l'écouter et de se rendre compte que finalement, en acceptant, bah, la douleur, elle est beaucoup moins intense puisqu'en réalité, on va pas rajouter de la résistance qui va créer de la douleur à la douleur. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, parce que de la résistance, enfin, finalement de la peur, du déni ou de la fuite ou de la frustration, de la colère, d'hypervigilance, tout ça, c'est de la résistance et la résistance, c'est du stress pour l'organisme. C'est Et je suis ça. assez d'accord que quand on accueille ce qui est, avec nos propres capacités qui sont différentes, évidemment, du coup, bah, il y a l'énergie qui rebouge. Moi, c'est ça que je perçois, c'est l'énergie qui circule à nouveau. T'as complètement raison. C'est exactement ça. Mm. Ouais. Non, c'est beau et encore une fois, ça nous redonne de l'espoir parce qu'on se dit, bon, bah, voilà, par exemple, moi, tu vois, tout bêtement, j'ai eu pendant plusieurs mois des énormes douleurs de ventre intestinales. Ça durait des heures par jour, c'était des crises hyper aiguës, je me roulais par terre, hein. C'était vraiment très douloureux et j'ai été hospitalisée. Ah Ils n'ont ouais. évidemment rien trouvé. J'ai fait un régime keto qui m'a aidée, mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me connecter avec mon corps et à accueillir les sensations. Et en réalité, à partir de ce moment-là, ma vie, elle a changé parce que du coup, j'ai plus ces douleurs. En fait, toutes ces douleurs, finalement, c'était, je pense, carrément une accumulation d'une énergie hyper stockée, de toutes les émotions réprimées, de tous les stress, des traumas, enfin, en tout cas de certains, mais qui faisait une grosse boule qui perturbait complètement ma digestion. Et effectivement, en l'accueillant, ça s'est démêlé un à un. Tu vois, je faisais des séances et après, à chaque fois, je me dis, putain, je me sens mieux quand je sors de cet accueil. Parce que moi, je m'allongeais, tu vois, je mettais ma main sur la sensation, je commençais à l'accueillir, je commençais à lui parler. Et finalement, cette connexion corps-esprit qui a démarré, elle a littéralement réussi à guérir cette partie-là de moi. Alors après, il y a eu d'autres problèmes, hein, mais ça, déjà, Non, ça mais m'a changé la vie. c'est Vraiment. génial, mais c'est exactement ça. Il y a une très belle méditation comme ça ben, qui rejoint ce que tu dis, qui permet d'aller vraiment à l'écoute parce qu'un symptôme, il n'est pas par hasard en fait, hein. Il vient Ah non. raconter des choses. Et c'est sûr que plus on rajoute de la résistance, plus on rajoute des contractions, du stress. Alors que le corps, en fait, quand tu viens écouter, et j'ai même envie de te dire, le principe de faire monter les tensions du corps et de lui redonner les clés en lui faisant confiance pour lui dire, ben maintenant, vas-y, je te propose du remettre du mouvement là où ça s'est arrêté. Alors, c'est le principe de l'énothérapie, hein, que je découvre beaucoup en ce moment et qui est un monde tout à fait fascinant. Et ça permet de remettre du mouvement là où ça s'est figé, là où ça s'est contracté. Parce qu'à un Comment moment tu dis? donné, l'éinothérapie, c'est l'hypnose du corps. Le créateur, c'est Bernard Sennfelder et c'est un homme exceptionnel. D'accord. Ça pourrait faire l'objet d'un prochain Je épisode. pense Mais que bon. ça t'intéressera beaucoup. Ouais, Ouais. exactement. Mais effectivement, ce que tu dis, nos symptômes, effectivement, ils ont un message. Et ce qui se passe dans notre corps reflète profondément ce qui se passe dans notre société. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase dans ton livre qui dit: Notre bien-être ne se limite pas à l'absence de maladie. Parce que tellement de personnes souffrent chaque jour de divers symptômes non graves, mais qui perturbent fortement leur vie, alors qu'on est censé être en bonne santé et se sentir bien, tu vois. Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est-à-dire que, à mon avis, hein, c'est toujours pareil, hein, ça n'engage que moi, le bien-être, c'est un état de vitalité, c'est un état d'équilibre, c'est un état d'harmonie, hein. L'harmonie, l'équilibre, c'est pas polarisé, dans un espace où l'énergie circule librement. Donc à partir de là, toute souffrance physique, c'est le signe d'un déséquilibre quelque part, qui a commencé dans notre monde par un mal-être.
Voilà, le corps, il indique si on se sent mal, c'est qu'il y a une émotion qui est bloquée à l'intérieur. Donc nos maladies, elles résultent hyper souvent quelque part de quelque chose qu'on a créé de toutes pièces. Je dis souvent aux gens que j'accompagne, on est responsable mais pas coupable, hein. Le corps, il n'est pas soumis au hasard. C'est-à-dire que chaque symptôme a sa raison d'être. La maladie, c'est un messager en quelque sorte qu'on doit apprendre à décoder. Donc notre société, elle est ultra connectée, hein, maintenant. Enfin, ça fait un moment qu'elle est ultra connectée. Mais du coup, cette ultra-connexion, elle vient accentuer ce déséquilibre parce que il y a de plus en plus de fatigue et en même temps, il y a de moins en moins d'activité physique. Il n'y a qu'à regarder les ados qui sont ultra connectés derrière des écrans et qui sont moins dans le corps. Et du coup, ça va créer, ça provoque, et on le voit hein, dans les nouvelles générations, la dégénérescence. Et je parle même pas là, tu vois, des dangers du déclin cognitif dont on commence à parler avec l'IA. Mhm. Ah oui, oh my god. On verra bien. Ouais, non, je pense à nos enfants. Je me dis, oh là là, ça Ben va être. oui. C'est là où l'éducation est très importante. Mais je suis assez d'accord. Et je voudrais parler des émotions parce que j'avais vu dans ton livre, j'aimais bien. Tu disais et tu expliquais que les émotions sont des courants électromagnétiques qui traversent le corps de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête Ouais. et qu'elles sont libérées par la glande pituitaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, bien sûr. Alors en fait, bon, ça c'est une approche très psychobiologique quantique de dire que c'est un courant électromagnétique qui se libère par la glande pituitaire, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que en refusant une émotion, en général on refuse pas la joie, hein, mais en refusant une émotion désagréable, on peut vite se retrouver dans une espèce de couche d'anesthésie qui à un moment donné va faire qu'on va se retrouver dans un ennui absolument mortel, tu vois. Donc, on peut se couper de ses émotions. Pour se couper des émotions, il y a pléthore de stratégies, hein. On peut utiliser des drogues, on peut utiliser l'alcool, qu'anesthésie, on peut se noyer dans le travail, dans le sexe, etc. En fait, on va chercher à créer une espèce d'armure et finalement, on sait que pour bien ressentir une émotion, bah, il suffit de prendre la décision de dire, allez, j'ouvre le robinet et puis j'accepte d'exprimer ce qui me traverse, en fait. C'est un peu ce que tu racontais tout à l'heure avec tu vois, l'histoire des nœuds et de dire, bon, attends, là, je vais à l'écoute de ça. Donc, pour réouvrir le robinet des émotions, il va falloir prendre cette décision de revenir dans le corps, d'aller à l'écoute du corps, d'aller voir un peu ce qui se passe. Donc, c'est déjà d'accepter de descendre à l'intérieur, de se reconnecter à ses sensations, de se poser une question très simple. Moi, tu sais, toutes mes séances de yoga, je les ouvre par comment je me sens. Comment je me sens sur le plan physique, psychique, énergétique, émotionnel. Donc, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Je juge pas, j'observe. Je viens à l'écoute de cette intelligence-là. Ensuite, c'est accueillir toutes les émotions avec le même respect, la même oreille attentive. Parce que tu as plein de gens qui disent, ah non, non, moi, cette émotion, plus jamais. C'est la meilleure manière de réattirer, mais ça, on le découvrira peut-être plus tard, les mêmes décors dans notre vie, et puis de finir avec cette expression, c'est l'histoire de ma vie. Et puis, évidemment, libérer des émotions, ça demande du courage, ça c'est certain. Mais en même temps, on sait aujourd'hui, avec les approches comme la médecine traditionnelle chinoise, que c'est le moyen le plus efficace pour se rendre compte qu'on peut le faire. Tu vois, j'ai un homme que j'aime beaucoup, avec qui j'ai suivi une formation qui mêle l'hypnose et le somatique, hein, qui a appelé ça hypnosoma, qui dit, ben, on se rend compte finalement en descendant à l'intérieur que c'est pas si pire que ça, tu vois. Et c'est vraiment ça. On est capable, souvent on a très peur d'aller revivre des choses qui ont été désagréables, mais en descendant, c'est un peu comme l'enfant, tu sais, devant un film d'horreur qui fait ça. Hop, avec ses limites, il se dit, ah mais en fait je peux regarder. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on va explorer un petit peu ce qu'on ressent à l'intérieur, ça nous permet, via des allers-retours, d'aller explorer un petit peu ses besoins profonds. Comment veux-tu aller mieux si t'as pas identifié tes besoins? Et Et puis comprendre aussi nos contradictions, nos croyances limitantes. Comme tu le sais, les émotions, elles sont ni positives ni négatives. Tu m'entendras jamais dire ça. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Non, les émotions, ce sont des messagères. En fait, elles viennent nous délivrer un message, tout simplement. Et j'ai presque envie de te dire elles sont neutres. Maintenant, c'est vrai qu'elles vont être agréables ou désagréables à ressentir. On sait qu'une joie, elle va créer une vibration qui est légère, là où la peur, elle va engendrer une onde qui est beaucoup plus dense, qui est beaucoup plus contractée. ah Néanmoins, ouais. ça reste de l'énergie en mouvement.
Exactement, ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je dis toujours, elles sont neutres, mais on les juge confortables ou inconfortables, ce qui est vrai, hein, parce qu'on sait très bien la différence quand on est triste et déprimé que quand on est amoureux, joyeux, tout léger. Ah là, on vole, c'est bien plus agréable. Je suis assez d'accord. Le problème avec ces émotions qui sont réprimées et cristallisées, qui, comme tu dis, on les met bien de côté parce qu'on préfère boire ou, Oui. je sais pas, faire la fête ou peu importe, ne pas y penser et être sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles finissent par devenir le filtre à travers lequel on perçoit le monde. Et inconsciemment, on se met à chercher des situations qui viennent les confirmer et les nourrir. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on en vient à, c'est l'histoire de ma vie. C'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est-à-dire quand elles sont retenues, les émotions, elles se cristallisent dans le corps. On parle beaucoup des fascias, hein, elles viennent se cristalliser à cet endroit-là et ça crée en fait des déséquilibres physiques. Donc notre cerveau, il va filtrer, il va interpréter les informations en fonction de notre histoire, en fonction de nos expériences passées, en fonction de nos croyances, hein. On sait avec la physique quantique que nos croyances créent notre réalité. Et donc, du coup, de nos émotions, évidemment, qui sont cristallisées à l'intérieur, ce qui crée une réalité qui est tout à fait unique pour tout un chacun. Il y a autant de réalités qu'il y a d'être unique, original et singulier. Donc, vu qu'on a tous nos propres filtres et puis notre propre expérience, on a tous un passé, une histoire qui est unique, ben, c'est impossible d'être totalement objectif. Tu vois, il y a Christian Flech qui a écrit un livre un jour que j'ai trouvé absolument génial, qui disait le monde extérieur n'existe pas. Mm. Et le fait d'attirer, comme tu disais, des situations, nos pensées, nos émotions, nos croyances, elles ont un caractère magnétique. Donc, il y a eu beaucoup de livres hein, sur la loi d'attraction. Donc, elles font de nous, en quelque sorte, des émetteurs-récepteurs qui interagissent en permanence avec le champ d'énergie autour de nous. Et les émotions, elles viennent interagir avec ce champ. Donc, elles attirent à nous des expériences qui résonnent avec leur fréquence. En gros, si on veut faire ultra simple, c'est tout ce qu'on émet, on le reçoit en retour. C'est un peu, tu vois, à l'image d'un frisbee. On peut dire que on attire ce que l'on est. Non, mais je suis vraiment d'accord et j'en ai eu encore la preuve parce que tu sais, la vie t'apporte des doux rappels. L'année dernière, effectivement, où il y a eu des moments durs et donc du coup, tu sais, tu plonges doucement dans des pensées négatives. Tu te vois pas forcément plonger. Et en fait, après, j'ai recommencé à faire du recablage du cerveau, du brain retraining, pour justement plutôt cultiver la gratitude, même dans les moments durs, tu vois, trouver des sens secondaires à certaines épreuves, ou tu vois, ou juste la gratitude de choses simples, tu vois, de tous les jours. Et effectivement, plus j'ai fait ça, plus les choses positives me sont arrivées. C'est incroyable. Et parce que aussi, c'est de la neuroplasticité, et tu habitues tes connexions neuronales à créer, à finalement utiliser les mêmes voies qui sont positives, qui sont dans les C'est émotions qui beau. sont confortables, etc. Et c'est vraiment un cercle vertueux. En fait, on est beaucoup plus powerful, on a plus de pouvoir que ce que l'on croit. Mais le problème, c'est le biais de négativité qu'on a, c'est effectivement cette habitude. Mais, tu vois, je me balade et j'essaye d'écouter ce que les gens disent quand je croise des gens. Et la plupart du temps, ils se plaignent ou ils Ben oui, oui, le critiquent. cerveau, il est habitué, tu sais, le système nerveux, il cherche à répondre qu'à une question, c'est est-ce que je suis en danger ou en sécurité? Et le Exactement. cerveau, il est programmé pour répondre aux problèmes, en fait. Donc, Ouais, effectivement, c'est une vraie rééducation, tu as raison. Et ce ouais. biais cognitif, bah, je prends souvent l'exemple, mais c'est pas de moi, de la femme enceinte. Tu es enceinte, tu vois des femmes enceintes partout, il n'y en a pas plus qu'avant. Donc, tu peux vraiment avoir ce truc de dire, je me branche sur le beau, le bon, le... Exactement. Ouais, tout à fait. Et c'est un mot que je ne connaissais pas qui est dans ton livre. Tu parles de cuirasse et c'est lié à Reich. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, c'est vrai, tu as tout dit, c'est lui qui a créé ce terme, hein, Wilhelm Reich. Le terme spécifique de cuirasse émotionnelle, je le définis pas explicitement en fait dans mon ouvrage, mais le mot il parle de lui-même en fait. Quand les émotions elles sont retenues, on l'a dit, elles risquent de se cristalliser dans le corps. Et du coup, quand elles se cristallisent, elles créent du malaise, du mal-être, des déséquilibres physiques. Donc le corps, il s'imprime des émotions finalement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un livre très célèbre, hein, Le corps n'oublie rien, j'en ai parlé tout à l'heure, une cuirasse émotionnelle, c'est quelque part un ensemble de tensions corporelles, de postures, de mécanismes psychiques, de réactions automatiques en fait, qui font que finalement, elles se sont installées pour protéger la personne, alors on en a tous, hein, de douleurs émotionnelles, de stress, de trauma, de vécu difficiles, tu vois, on a tous des moments de vie,
Tu parlais de ce moment où tu as eu cette boule au ventre, de cette période difficile dont tu parlais à l'instant, etc. Donc en fait, cette cuirasse, c'est vraiment à l'image d'une armure. On va créer évidemment inconsciemment, hein, tout ça, c'est pas conscient, pour survivre, pour s'adapter, pour continuer à avancer, à fonctionner. Le problème, c'est qu'à long terme, ben, cette cuirasse, elle va limiter notre vitalité, les mouvements du corps, l'expression de soi. Tu disais que tu regardais les gens autour de toi. Moi, tu vois, je regardais ce matin en me baladant. On sait que les émotions, en fonction de nos blessures, t'as des gens qui ont des postures, des physionomies très très marquées par des Ah oui, blessures comme le rejet, l'abandon, etc. Et tu as vraiment des gens en vieillissant aidé. qui vont, tu sais, voilà, exactement, qui vont avoir la bosse, etc. Et tu dis, waouh, ça en dit long en fait, quoi. Ouais. Et donc, ces mouvements du corps, l'expression de soi, et puis surtout la capacité, on y revient, à ressentir. En fait, c'est une manière de se couper de son corps, cette cuirasse. Et c'est vrai que ce concept, il est issu des travaux de William Reich, qui a été repris, en fait, par toutes les approches psychocorporelles, beaucoup d'approches somatiques modernes. On parle beaucoup, hein, tu vois, notamment du yoga somatique, de la théorie polyvagale, elle en parle aussi. Et puis, voilà, toutes les nouvelles approches qui prennent en compte l'intelligence du corps. J'y reviens encore parce que pour moi, Mhm. Oui, c'est vrai que tu vois, dans toute cette approche du système nerveux, moi, que j'ai étudié, on parle de, en anglais, parce que c'est en anglais, on parle de bracing. Braced, c'est vraiment cette armure, finalement. Et c'est parce que tous les tissus, tous les organes, même les fascias, et on va en parler juste après, tout se contracte pour te protéger, comme si finalement tu allais avoir un impact. C'est un mécanisme de protection. Mais comme tu dis, ça va créer des conséquences physiologiques, des conséquences sur la posture. Et donc, la posture est liée finalement à ce que tu ressens également. Donc voilà, il y a une espèce de cercle vicieux aussi qui se fait. Mais je voudrais effectivement parler des fascias parce qu'on sait aujourd'hui que donc, les émotions bloquées pardon, peuvent avec le temps créer des déséquilibres et parfois des symptômes plus ou moins importants. Mais il est essentiel de parler des fascias parce que ce tissu qui est désormais reconnu comme un véritable organe à part entière, il est fascinant. Il relie tout dans le corps. Et lorsqu'un traumatisme ou une charge émotionnelle reste cristallisée, c'est pas seulement un organe isolé qui peut être impacté, ça peut impacter donc les fascias qui peuvent se rigidifier, se contracter, mémoriser cette tension. Et toi, tu dis que prendre soin de ces fascias, ça revient à prendre soin de ses émotions. ouais, c'est fou comme on parle des fascias. Tu vois, j'ai reçu cadeau d'un copain qui a un magazine qui m'a envoyé comme ça un livre hier sur les fascias que j'ai pas encore ouvert. Mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. J'ai suivi une formation qui tombait à peu près en même temps que quand je me suis formée au Hatha Yoga. D'ailleurs, tu dis les fascias. On a tendance à dire les fascias alors que c'est le fascia parce qu'en Bah, fait, c'est un c'est système juste global, effectivement. Oui, on dit les ça. fascias. Parce qu'effectivement, en anglais, ils disent, oui, ils disent juste les fascias, mais ouais, enfin, ils disent fascia, ils disent pas de, tu vois, il n'y a rien avant. Ouais, Mais ouais, ouais, il y a effectivement, pas ouais. ouais. En fait, tu l'as dit, enfin, on l'a dit toutes les deux, que les émotions, quand elles sont bloquées dans le corps, elles influencent, elles influencent ce corps. Elles vont créer des tensions, elles vont créer à la longue des déséquilibres ou des symptômes. Et le fascia, il joue un rôle clé dans cette relation entre les émotions et le corps. C'est-à-dire que déjà, pour décrire le fascia, c'est un énorme tissu vivant qui est ultra fin, mais en même temps ultra résistant. Il enveloppe tout, hein, tu vois, les muscles, les organes, les os, les nerfs, etc. Donc, c'est vraiment à l'image, c'est une image que j'aime bien reprendre, même si c'est pas très flatteur pour le fascia, mais c'est vraiment une immense toile d'araignée à l'intérieur du corps. Et ça fait pas si longtemps qu'on s'y intéresse. Mais maintenant qu'on s'y intéresse, on dit, waouh, mais en fait, on a Mm. négligé ça pendant tant d'années. Aujourd'hui, on le considère vraiment comme un organe à part entière parce que il a des fonctions essentielles. Tu vois, par exemple, c'est quand même lui qui permet de maintenir la structure du corps, de relier toutes les parties entre elles, de transmettre des informations, tu vois, via des capteurs nerveux, et puis de participer quand même au mouvement, à la circulation des fluides, etc. Donc, le fascia, il réagit très très rapidement au stress, au trauma, à toutes les émotions fortes. Donc, dès qu'il y a une émotion qui n'est pas exprimée, elle va rester bloquée à ce niveau-là, c'est-à-dire que le corps, il a tendance à se contracter, et souvent, le fascia, il va retenir cette tension-là. Donc, un fascia qui reste tendu ou cristallisé, hein, je parlais des émotions cristallisées, il va forcément perdre de sa souplesse, de son élasticité, et du coup, il va gêner la circulation, il va limiter le mouvement de la personne, et c'est là où des douleurs vont apparaître, des tensions, des sensations d'inconfort.
voilà, c'est assez dingue quand même, hein, quand tu vois Ah non, mais le ouais, rôle c'est du fascia incroyable. qu'on a négligé pendant des années, quoi. Et il me semble que si tu retirais justement, bah, évidemment, les organes, les muscles, les os, etc., tu aurais quand même, avec les fascias, finalement, cette espèce de corps humain. Enfin, cette forme de corps humain, tu vois. Mm. Tellement il y en a partout. On est composé de ça. Et moi, je compare toujours à la peau blanche d'une peau de mandarine, à la peau Ah bah. transparente et blanche. Tu vois, mais c'est marrant, la toile d'araignée, c'est exactement ça, parce que c'est tellement impressionnant. Mais tu peux te connecter avec, évidemment, de la pratique, tu peux te connecter à tes fascias. Enfin, je sais qu'on étudie ça dans le milieu des traumas, les fascias, les organes, les Ah tissus, bah, tout. En fait, tu complètement. peux te connecter à tout puisque c'est le pouvoir de l'intention qui va vraiment faire le changement. Cette non-résistance qu'on parlait, hein, cet accueil et cette C'est intention, c'est top ça qui évident crée du le corps. changement. Ouais, ah mais complètement. Ouais. Alors, dans le livre, tu fais le lien entre mouvement, émotion et mémoire corporelle. À quel moment tu as réalisé que le mouvement pouvait être une porte vers la conscience plutôt qu'un simple geste physique? Tu dis d'ailleurs que le mouvement est le langage de l'énergie. Ouais, t'as raison. La prise de conscience, c'est Ah bah vrai qu'on ça commence écrit à dater toujours quand tu entre l'as le écrit. moment, ouais, non mais c'est ça, entre le moment où on écrit un livre et le moment de sa parution. En fait, la prise de conscience que le mouvement, c'est cette porte d'entrée vers la conscience, elle a commencé, je dirais, avec je pense le moment où je me suis formée à la kinésio, parce que la kinésiologie, en fait, les bases de la kinésio, elles se fondent sur la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est une porte incroyable. Et puis, il y a eu aussi, tu sais, cette intégration, parce qu'on parle de prise de conscience, mais pour moi, il y a un vrai écart entre le moment où on prend conscience et le moment où on le sent, où on l'intègre. Sébastien, il parle de groquer l'information, tu vois, au moment où vraiment, physiquement, tu la vis, cette prise de conscience. Et ça, je crois que c'est le yoga qui m'a permis vraiment de prendre conscience de ça. Les deux, ça m'a permis d'intégrer l'importance du mouvement pour faire circuler l'énergie et puis du coup pour libérer les blocages émotionnels. En fait, j'ai compris que le mouvement, c'est le langage de l'énergie, clairement, c'est-à-dire que chaque geste, chaque posture, chaque respiration, tout ça, ça vient influencer notre champ vibratoire. Tu parlais tout à l'heure de dire, bah, dans des moments où je suis pas bien, je vais me brancher sur la gratitude parce qu'il y a toujours un moment pour pouvoir dire merci. Par exemple, déjà, merci de me permettre, tu vois, de respirer ce matin, d'être en vie, de partager un moment avec les miens, même Ouais, et si puis c'est pas j'ai du un peu... déni parce que j'ai conscience de ce qui se passe de manière inconfortable, mais par contre, il n'y a pas que ça. Et c'est ça Ouais, qu'il faut, je pense, ouais, construire. C'est ouais. cette multi-conscience. Ouais. Et ben dans le mouvement, c'est aussi de te dire quelque part, tiens là comment je me tiens. Parce que quand tu as conscience de l'intelligence du corps et que justement certaines blessures, bah, c'est le reflet, tu vois, de ta physionomie, de te dire, bah attends, enfin de ta morphologie, ouais, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Bah, en réalité, quand tu te redresses, tu vois, tu vas aussi réinsuffler une autre forme de respiration et puis d'émotion dans le corps. Donc cette prise de conscience, elle s'est vraiment faite avec le yoga, tu vois, des pratiques comme le yoga. Et puis, comme je disais tout à l'heure, moi je pratique pas le tai chi, mais j'imagine que, tu vois, c'est la Mm. même philosophie, le qigong, tout ça. Ça nous aide vraiment à nous reconnecter à ce corps, à cette énergie, pour pouvoir la cultiver, cette énergie vitale. Tu vois, Ouais. il y a des moments où tu as envie de rester au lit, t'as pas d'énergie, mais quand tu as conscience que justement, c'est parce que tu vas te remettre dans le mouvement que tu vas pouvoir la relancer et te sentir bien, ben, d'en avoir conscience, c'est une chose et ça te permet déjà de trouver l'élan. Mais alors après, de l'expérimenter, de le sentir et de te dire, ah ouais, bah, j'ai bien fait là de faire quelques mouvements de yoga parce que ça y est, c'est bon, je peux partir et commencer ma journée, ben, ça change tout. Et en fait, le mouvement, tout comme la respiration ou même la méditation, ben, ça nous amène toujours, ça nous ramène à cette intériorité. Tu vois, moi, j'ai adoré voir des changements de posture quand j'ai suivi ma formation en juin dernier avec Diane Jean-Mathieu à l'université de psychologie de Toulouse. Tu vois, j'avais suivi une formation de danse-thérapie. Et quand j'ai vu, mais en quelques jours, le changement de posture de certaines participantes qui avaient, tu vois, qui n'étaient pas du tout forcément dans le milieu de la danse, qui venaient des milieux avec des enfants, il y avait des éducateurs, des infirmières psy, etc. Mais j'ai vu, tu sais, en quelques jours, elles avaient changé de posture. Et quand je les ai retrouvées au deuxième module, ben, la posture, elle s'était maintenue, elle dégageait vraiment autre chose. Donc, tu vois, Mm. contrairement à la parole, ben, la parole, elle est souvent prise dans le mental, hein. Je reste là-dedans, connectée là-haut. Là, tu vois, je dissocie encore. Mais le mouvement, il vient justement contourner tous les filtres, toutes les censures, toutes nos habitudes de pensée. Tu parlais des croyances limitantes, tout ça.
le corps, là, il vient s'exprimer directement. Et Mhm. c'est, à mon avis, dans cette expression-là que la conscience, elle peut s'éveiller. Ouais, c'est super ton stage, là, ce que tu nous racontes, et ça me fait penser aussi, alors, évidemment, il y a plein de disciplines, il faut trouver ce qui nous ressemble, Ouais, c'est il faut ça. tester pour ça, pour savoir. Moi, je pense au Feldenkrais parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal étudié avec mes mentors, mais je trouve ça hyper intéressant de quelle est ma posture effectivement, et par exemple, ce que je fais dans la droite, comment je le fais du côté gauche, est-ce que je peux, comment je me lève, quand je vais me lever, quel est le premier muscle, tu vois, quel est le premier mouvement que je pense faire. Tous ces trucs, en fait, de ralentir et de décortiquer, ça te permet de développer ces potentialités. Et du coup, tu peux avoir plus d'aisance dans tes mouvements, plus de conscience. Et tout ça va aider le système nerveux, tout ça va aider l'énergie en question. Et c'est vrai que des fois, je vois quand je suis stressée, je me dis, ah, comment elle est ma posture. Et tu vois, je suis un peu comme ça. Et là, je me relève. Et déjà, t'envoies pas le Ça même change message en tout. ayant une posture assez C'est ça. solide que si t'étais comme ça. Donc, t'as pas le même message que t'envoie ton cerveau. C'est exactement ça. Alors, dans cet éloge de la lenteur dont tu parlais, alors tu m'as fait penser comment je le ferai à droite, à gauche, ça en est, tu vois, ça me rappelle un peu l'édukinésiologie où on travaille, tu sais, en miroir à dessiner avec la main droite, la main gauche et tout. On se rend compte à quel point on est polarisé, tu vois. Et Ouais. dans l'éloge de la lenteur, en ce moment, j'expérimente beaucoup, tu sais, la méthode Moonsfloor, je sais pas si tu connais. C'est Non. un danseur, un ancien danseur d'opéra qui s'est abîmé, hein, comme tout sport que tu pousses à l'extrême et qui s'est dit, mais si j'ai autant de problèmes avec mes opérations du genou, il était, tu sais, on disait qu'il allait devoir absolument se faire opérer de la colonne et tout, évidemment, il avait un peu la trouille. Et en fait, il a expérimenté justement l'enroulement, donc des postures contraires. Et c'est par la lenteur que justement tu viens permettre au fascia de libérer les protéines et d'aller beaucoup plus loin dans tes mouvements. Et donc, ça Complètement. se fait au sol. Donc, déjà, tu vois, au niveau de la pression du corps, on n'est plus du tout sur la Ah même. ouais. Et c'est une merveille, là aussi. Ah ouais, non, non, mais en fait, finalement, quand tu t'ouvres à tout ça, il y a tellement de possibilités. Mais encore une fois, on est unique. Ce qui marche pour une personne, ça ne veut pas dire que ça va Oui, marcher pour tous. Même s'il y a exactement. quand même, je pense, des généralités, comme le mouvement, par exemple. Mais il y a différents types de mouvements, comme celui que tu viens de décrire. Il y en a pour certains, ça va pas être de marcher, c'est pas leur truc, ça va être le vélo. Enfin, on est vraiment, je pense que Mais oui. c'est aussi apprendre à se connaître pour se respecter, tu vois. C'est ça, tu as raison. Et puis, ce qui te correspond à un moment ne te correspond pas à un autre. Tu vois, moi, j'avais dit, j'en rigole aujourd'hui, hein, quand je dis, j'ai eu ma vie avant le yoga, puis ma vie après le yoga. Et il y a des années, j'ai dit à une copine, non, mais moi, le yoga, c'est pas pour moi, quoi. Tu vois? Et aujourd'hui, elle me dit, quoi? Tu t'es formée au yoga, tu fais du yoga tous les jours, il n'y a pas une journée où tu peux pas faire quelques mouvements de yoga? Bah, je dis, ouais, c'est drôle, comme quoi, tu vois, encore une fois, tous tes mouvements. Ce qui correspond à un moment ne correspond pas forcément à un autre. Ce week-end, j'animais un stage sur l'enfant intérieur sur l'île de Ré, puis j'ai une élève en parlant de toutes ces choses-là, elle me dit, oh, mais c'est vertigineux. C'est vertigineux, on ne sait plus vers quoi se tourner. Et je dis, mais non, au contraire, c'est fantastique. Ça lui faisait peur, tu vois. Elle disait, mais en fait, il y a tout et n'importe quoi, on ne sait plus Ouais. vers quoi aller. Je dis, mais au contraire, tu vois, va vers ce qui t'appelle parce que mille chemins mènent au cœur, tu vois. C'est ce que disait une personne qui m'a formée en psychobiologie quantique, qui m'est très chère. Et je trouve cette expression très belle, mais tellement vraie, quoi. C'est vrai, et je pense aussi, l'autre conseil que je donnerais à ce genre de personnes, c'est en fait, choisis quelque chose et tu t'y tiens, tu n'essayes pas d'autre chose au même moment. Mm. Parce que tu vois, sinon c'est comme ça que tu t'éparpilles et tu vas Ouais. jamais en profondeur et effectivement c'est angoissant parce que tu n'arrives jamais à rien. Donc tu choisis un truc et tu restes dessus quelques temps, le temps de, tu vois, d'essayer Ouais. et de t'y habituer. Et tu sais, moi, je me suis formée à beaucoup de choses. J'étais pas très constante. Ça faisait beaucoup rire Sébastien, que tu as déjà interviewé sur la chaîne. Il me disait, c'est quoi ta prochaine formation? Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais en fait, elle racontait toutes la même chose. Ouais, bien sûr, hein, je comprends. C'est fascinant de voir à quel point, et tu l'expliques très bien dans ton livre, nous sommes un microcosme du macrocosme. Notre structure semble refléter à sa manière l'organisation même du cosmos. Tu évoques d'ailleurs cette idée à travers la loi de correspondance universelle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que l'idée que le corps humain, c'est le microcosme du macrocosme, c'est pas juste une métaphore. C'est une vérité qui est vraiment ancrée à l'intérieur de nous. Il y a des traditions millénaires qui en parlent. C'est souligné là aussi hein, par des découvertes modernes. Donc c'est ça qui est fou, c'est de voir à quel point euh, ben, tu as plein de cultures ancestrales qui l'avaient compris et aujourd'hui, on est en train, pour les plus cartésiens, de dire bah oui, en fait, ils avaient raison, quoi.
Donc, au Mhm. cœur de cette interconnexion, il y a une loi fondamentale de correspondance universelle qui dit en fait que la structure de l'être humain, c'est un reflet, un miroir très fidèle de la structure du cosmos en fait. Nous sommes un microcosme du macrocosme. En gros, ça veut dire que tout ce qui se passe en nous, que ce soit nos rythmes, notre équilibre, etc., ça répond exactement aux mêmes lois que celles qui organisent le monde autour de nous. C'est assez dingue quand même, hein. C'est ce qu'on appelle la loi de correspondance. Et en gros, la loi de correspondance, c'est ce qui dit ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur, c'est comme ce qui est à l'extérieur. Donc, en bref, le corps, c'est une toute petite version de l'univers. Alors, on le reprend beaucoup, cette image-là du microcosme et du macrocosme, dans le chamanisme aussi. On s'en rend beaucoup compte aussi quand on prend des plantes maîtresses comme l'ayahuasca avec, tu vois, les visions très fractales. Mais l'univers, c'est vraiment un miroir de ce qu'on porte à l'intérieur. C'est pour ça qu'on attire toujours notre réalité, on en parlait tout à l'heure. Et cette vision, elle nous rappelle aussi, en fait, qu'on est tous reliés, qu'on n'est pas séparés du monde. Et quand on comprend ça, c'est génial parce que du coup, on se sent beaucoup plus aligné, on se sent moins seul, j'ai envie de dire, on se sent beaucoup plus connecté au vivant. Ouais, ouais, complètement. On se sent plus. On a envie de développer la compassion et de s'entraider plutôt, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Est-ce que pour finir, tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu veux nous dire? Ben oui, 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 c'est vrai que cette loi de la correspondance, si je la reprends, parce que aujourd'hui on en parle beaucoup avec les lois de la physique quantique, etc. Ouais. Mais elle nous permet en fait de comprendre que l'interaction profonde, et plus que l'interaction, je dirais même l'interrelation, puisque tu disais, bah oui, elle nous permet d'entretenir la compassion, etc. L'interrelation profonde, la dynamique finalement qu'il y a entre les réalités humaines et cosmiques, elles sont bien là. La médecine chinoise, elle avait compris ça depuis très longtemps, puisqu'elle avait élaboré, là je repars sur la kinésiologie, elle avait élaboré, c'est là-dessus en fait qu'on va lire un petit peu ce que nous raconte un corps, le système des 5 éléments, avec le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau, etc. Chaque élément, en médecine traditionnelle chinoise, il est associé à des organes, à des émotions, à des saisons, à des couleurs, etc. Alors, si je te fais le tableau d'analogie, il est très très long. J'en ai parlé dans un de mes bouquins, je crois que c'était dans le parcours qui mène à soi. Mais cette structure, elle reflète vraiment les rythmes, les cycles de l'univers dont on parlait, tu vois, dans les premières questions, de dire qu'en fait, nous, en tant que occidentaux, on a tendance à vouloir lutter contre ces mouvements, là où les orientaux avaient compris depuis longtemps que quand tu es dans l'acceptation du mouvement, ben, c'est beaucoup plus facile. C'est vraiment une histoire d'acceptation qui fait que tu te laisses traverser par les cycles qui nous régissent. Regarde, quand on parle des lunes chez une femme, ça en dit quand même long sur notre interrelation, tu vois, avec le système, avec le cosmos. Donc, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que tout est relié à tout. Et que cette structure fractale, hein, je te parlais de l'ayahuasca qui nous montre bien ça, la structure fractale de l'univers, eh ben, en fait, elle veut dire que toute partie d'un système contient l'information de tout. C'est hallucinant, tu vois. Du coup, quand tu explores vraiment nos profondeurs, bah, tu peux vraiment accéder à une compréhension beaucoup plus profonde de l'univers. Et là, je peux dire que c'est vertigineux. Ouais. Et je repense du coup quand tu parlais du microcosme et du macrocosme. Du coup, quand c'est le bordel dans ton microcosme, ça veut dire quoi au point de vue du macrocosme? Non mais excuse-moi, mais je me suis dit, quand Ouais. tu vois cette société, et donc ça veut dire que tout le monde, enfin beaucoup de personnes vont pas bien, Ah ben non, mais tu tu... as complètement raison. C'est à l'image de l'être humain. Donc Bah c'est ça. mais en même temps, tu parlais de powerful tout à l'heure, c'est aussi voir à quel point on a une action possible là-dessus. Ouais, Tu vois, on en appelle à la psychobiologie conscience. quantique, je me souviens de méditations absolument exceptionnelles où on allait justement se reconnecter à la Terre en envoyant de l'amour, etc. Quand tu sors un petit peu de côté très nombriliste de l'homme pour te connecter à plus grand que toi, regarde quand tu te branches à ta capacité d'émerveillement, qu'est-ce qui nous met dans l'émerveillement? Moi, je sais que mon fils, il m'a vachement reconnecté avec l'émerveillement. Tu vois, quand il voit le bébé qui est en regarder un bourdon qui butine dans une fleur, des trucs dans ta pression, dans ton quotidien, dans le speed dont tu parlais tout à l'heure des sociétés ultra connectées, bah en fait, tu regardes même plus ça. Alors que tu te reconnectes à ça à travers les yeux d'un enfant, paf, tu te reconnectes à ton émerveillement. Putain, ça te fait un petit peu sortir tu vois, tes petits problèmes. Je suis pas en Ah train ouais, de ouais. minimiser, mais tu vois. Non, les enfants sont nos professeurs, hein, c'est les Ah enseignants, oui. c'est fou.
Ils sont dans Ouais. l'instant présent, ils sont de l'authenticité avant d'avoir tous les filtres qui vont se construire. Et là, je pense que c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Mais effectivement, hein, c'est un doux rappel à l'importance de la vie et ce qui est important, quoi. Ouais, je dis toujours nos enfants sont nos maîtres. Ouais, Ouais. je te rejoins complètement. Eh ben merci Ambre. Alors on Mais attend ton merci à nouveau toi. tome du coup en septembre. Oui, 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 oui. Voilà. En principe, en septembre, ça va être beaucoup plus axé sur la pratique, en fait. Comme dans le premier livre, il y aura des QR codes, où là, on sera moins dans, tu vois, des voyages un petit peu à travers les visualisations, les méditations, les choses comme ça. Là, on va beaucoup plus rentrer dans le mouvement, dans Hmm. l'intelligence du corps à travers le mouvement. Donc, des vidéos. Ah bah c'est cool, super, interactif. Exactement. Merci beaucoup Ambre. Merci à toi. Un grand À merci. Longue bientôt. vie à ta chaîne. À bientôt.